Maintenant, on passe en français, puisque c'est un événement pour la première conférence de presse en orbite de l'astronaute de l'ESA, Thomas Pesquet, un astronaute européen, mais avec accent français, comme on va pouvoir le constater. La plupart des questions seront en français de nos collègues, mais on aura aussi des questions en anglais. Et nous travaillons avec nos collègues de la NASA, qui a un relais ici qui s'appelle Frank Peters, qui est un de nos ground controllers ici à l'EAC. Et Frank, qui est là-haut sur la galerie, vient de me dire dans l'oreillette que j'ai ici, un petit peu comme les présentateurs du 20h, pour me dire qu'on a 3 minutes avant de parler à Thomas. Vous savez que c'est quelque chose de très inquiétant, presque, j'ai envie de dire, ce genre de liaison. On en fait très rarement, en fait, live. Ça a l'air très simple comme ça. Maintenant, on est habitué aujourd'hui avec Skype, avec tout un arsenal d'applications pour se parler partout sur Terre. Mais dans l'espace, ce genre de liaison est faite relativement rarement, à peu près une dizaine de fois sur 6 mois. Et la raison pour laquelle c'est toujours un petit peu tendu, c'est que, comme vous le savez, la station spatiale est à 400 km d'altitude et voyage à une vitesse de 7 km par seconde, 28 km/h. Et donc, le signal voyage jusqu'à un satellite qui redescend au Texas avant de repartir sur un satellite au-dessus de l'Atlantique et revenir sur les centres de contrôle de l'ESA qui nous arrivent ici, à Cologne, au Centre européen des astronautes de l'ESA. Si quelqu'un pourrait ouvrir à Gaël. Reception, can you please just... Merci. Et on est à moins de 2 minutes maintenant de notre appel avec Thomas. Nous allons commencer de manière classique avec le fameux Station, can you hear me? C'est ce que je vais dire à la station tout à l'heure. Et on va voir si Thomas peut nous entendre correctement. Si jamais il y avait la moindre perte de signal, on le saurait à l'avance, j'espère. Et sinon, dans tous les cas, on fera le mieux pour y pallier. Nous allons parler à Thomas pendant 20 minutes. En ce moment, mes collègues de la NASA au centre de contrôle de Houston, le fameux Houston We Have a Problem Center, est en train de voir que tout marche bien pour Thomas dans la station spatiale. On attend de Thomas qu'il soit installé confortablement dans le laboratoire de l'ESA, Columbus, que vous avez ici en modèle réduit. Et quand vous regardez la station ici en haut, nous avons à gauche, pour vous, le module Columbus de l'ESA. C'est un petit peu la salle, la chambre de l'Europe dans l'espace. C'est là où Thomas Pesquet va passer la plus claire de son temps pendant les mois à venir, pendant les 6 prochains mois de sa mission Proxima. Et maintenant, nous devrions être très proches de l'événement. J'attends la commande de mes collègues du centre de Houston pour appeler la station spatiale. Encore 20 secondes avant de prendre contact avec la station spatiale. Et j'attends maintenant de manière imminente l'appel de la NASA pour commencer le contact avec Thomas. Alors attention, ça va être maintenant. Thomas, yes, I'm ready. Well, I think I'm ready. Go ahead. European Space Agency, this is Mission Control Houston. Please call station for a voice check. Station, this is Jules at the European Astronaut Center in Cologne. How do you hear me? Suspense. Jules, this is Thomas on board the space station. I read you loud and clear. How do you read me? Bonjour Thomas, on t'entend très bien et nous avons ici des journalistes qui sont réunis à Cologne qui attendent de te poser leurs questions. Et on commence tout de suite avec la première question. Bonjour Thomas, je suis Gaëlle Joly de France Info. Vous allez être notre envoyé spatial pendant tous ces mois. Ça fait plusieurs jours que vous êtes dans l'espace. On a envie de connaître vos premières impressions. Comment vous vous sentez? Comment votre corps s'adapte? Comment ça va? Thomas, please switch on your mic.
à part le fait que j'ai oublié mon micro, on s'est adapté très vite. On n'a pas été malade du tout. Tout le monde se sent super bien. Finalement, travailler en apesanteur, c'est hyper naturel. Au bout de quelques heures, on s'oriente à prendre les virages en 3 dimensions, monter, descendre, travailler à l'envers. Donc tout ça, ça s'est très bien passé. On a je suis un peu gonflé, j'imagine, parce que on a l'afflux des fluides et du sang vers le cerveau au lieu de tomber dans les jambes. Mais c'est normal, ça va se résorber au bout de quelques semaines ou quelques mois. Et puis voilà, on s'adapte doucement à la vie ici sur l'ISS. C'est immense, c'est plein d'équipements. Il y en a absolument partout, donc il faut vraiment s'orienter, ça prend un peu de temps, mais on est déjà pas mal installé. Mes partenaires d'expédition sont des vétérans, donc ils connaissent ça par cœur, ils m'aident beaucoup. Et voilà, au bout de quelques jours, je suis super content d'être là et on a déjà commencé à bien travailler depuis lundi. Vous dormez bien ? Je ne sais pas si vous m'avez entendu. Est-ce que vous dormez bien là-haut dans le ciel ? Ah pardon, oui, non, j'avais pas entendu. Je dors très très bien, je dors comme un bébé. En fait, c'est super agréable parce que on dort en flottant, comme ça on est retenu juste à la paroi de nos petites cabines individuelles qui sont juste derrière la caméra, là, que vous pouvez pas voir, avec un sac de couchage qui est accroché au mur et on flotte comme ça. On a les bras qui flottent un petit peu, c'est super reposant. Moi, je trouve ça, encore une fois, je trouve ça assez naturel. Je me sens super bien et tant mieux. Et puis voilà, c'est parti pour 6 mois, donc heureusement. Bonjour Thomas, Christine Chapelle de TF1. Je voudrais savoir, est-ce que la station spatiale est comme tu l'avais imaginé ? Bonjour Christine. Eh ben, non, écoute, c'est beaucoup mieux que ce que j'avais imaginé. C'est vrai qu'on était quand même très familier avec la répartition des modules, avec les équipements, parce qu'on s'est entraîné pendant des années. Moi, ça fait 7 ans que je la prépare, cette mission, donc on est censé connaître les moindres boulons, les moindres équipements, mais pourtant, quand on arrive ici, ce qui frappe, c'est l'impression de liberté. On peut vraiment faire ce qu'on veut. Ce qui frappe, c'est une nouvelle façon de travailler aussi, parce que il faut pas laisser échapper ses outils ou son micro, par exemple, parce que sinon on le retrouve à un endroit complètement différent de là où on l'avait laissé, ce qui m'est arrivé 30 secondes avant de prendre l'antenne. Mais au final, je trouve ça très très pratique. C'est vraiment une nouvelle manière de travailler, mais qui est tellement plus confortable que sur Terre. Voilà, alors je parle même pas de la vue, mais la vue, malheureusement, comme on a commencé à travailler dès le début, j'ai pas encore pu beaucoup en profiter, mais ce week-end, je compte passer la plupart de mon temps dans la cupola, et puis essayer de prendre quelques photos sympas, et puis regarder un petit peu dehors. Raconte-nous, quelle est la journée type dans l'ISS ? Alors la journée type dans l'ISS, on va se lever à 6h du matin à peu près. Ensuite, on a à peu près une heure et demie pour se préparer, prendre sa douche, faire le petit déjeuner, etc. Enfin, comme sur Terre. Et puis, à 7h30, on commence par une grande conférence avec tous les centres de contrôle, le centre de contrôle de l'ESA, notamment à Munich, en Allemagne. On passe en revue le plan de la journée, on pose nos questions, on répond aux questions qui ont été posées. Et ensuite, c'est parti pour un peu le marathon de la journée. On est encadré, aidé par le centre de contrôle qui va répondre à nos questions, qui va nous donner des informations. On échange beaucoup par radio. Et puis voilà, le plan nominal, ça va être des activités pour entretenir la station. Donc hier, par exemple, j'ai testé tout le système d'eau pour m'assurer qu'il n'y a pas de bactéries indésirables ou de choses comme ça. Ça m'a pris un moment. Et puis j'ai déjà réalisé des expériences dans Columbus, 2 nouvelles expériences qui étaient prévues pour ma mission, que j'ai déjà commencé à installer hier. Une avec des surfaces innovantes qui sont auto-nettoyantes, en fait, sur lesquelles les bactéries adhèrent pas, que j'ai réparties un peu partout dans la cabine. Et une pour le traitement de l'eau qui faisait partie de mes activités d'hier. Il y a aussi un dosimètre actif qui est juste là à mes pieds. Partout autour de nous, c'est des équipements scientifiques, donc c'est à ça qu'on s'occupe la plupart du temps. Et puis parfois aussi, il y a aussi des pannes et des réparations. Et par exemple, on a passé une bonne partie de la journée aussi, c'était pas prévu, à réparer les toilettes qu'on cassait dès le 2e jour. Donc ça, c'était un peu la tuile. Mais en même temps, je me dis que ça arrive au début de la mission. Ça y est, on a utilisé notre quota de malchance et maintenant, ça devrait marcher jusqu'à la fin. Du moins, j'espère.
Hi, this is Petra from Reuters Television. I have a question in English. Have you spoken to your family and friends yet? And how is it for them to talk to somebody who's up in space? So yes, I did speak to them. Actually, we're very lucky because here we have the IP phone, so we can call pretty much any number on the ground. And it was great for them because, you know, seeing the rocket launch is very impressive. So it was hard emotionally for everybody, maybe more for them than for me, because from inside the rocket is just like in the simulator. It shakes a little bit more, and you feel the G's. But other than that, you're pretty much used to it. But after this, so I kind of disappear in the sky. So it's good for them to finally see me and talk to me, and it makes the whole thing a little bit more normal. So that was very reassuring for them that we're able to talk, and that's good for me because it's just like being on a business trip. Actually, it's just a 6 months, absolutely unbelievable business trip, but that's what it is, and I get to talk to them as often as I can. And this weekend we'll have our first video conference, so I'm hoping to show them around the ISS a little bit. Et Thomas, est-ce que tu peux traduire rapidement cette réponse en français? Oui, avec plaisir, Jules. Oui, je parle souvent à mes proches, en fait. On a le téléphone sur IP. Je peux les appeler tous les jours, ce qui est rassurant pour eux. Après m'avoir vu disparaître comme ça dans le ciel sur une fusée, je sais que c'était important qu'on puisse se parler, qu'on puisse se voir. Donc le téléphone, quasiment tous les jours, je peux appeler ma famille et mes amis pendant quelques minutes. Et puis une fois par semaine, le week-end, on a une vidéoconférence. Et puis la première arrive le week-end prochain. Et j'espère leur faire visiter un petit peu l'ISS, comme je vous la montre un peu à vous aujourd'hui, mais de manière limitée. Bonjour Thomas, Simon Rosé, RFI. Justement, ce décollage, tu as mis sur Facebook que c'était l'expérience la plus incroyable de ta vie. Est-ce que tu peux nous le raconter? Et puis même les quelques heures qui ont précédé, comment s'est passée cette journée particulière? Oui, c'était assez spécial. Il y a beaucoup de rituels. Donc les Russes, nos partenaires russes ont l'habitude de lancer des hommes dans l'espace depuis des années. Ça se passe à peu près toujours de la même manière depuis le début. C'est ça qui est assez intéressant. Donc on prend notre dernier repas sur Terre. Ensuite, on est inspecté par les médecins. On est désinfecté de la tête aux pieds pour pas amener des bactéries, des virus dans la station. On se retrouve au building d'assemblage du Soyouz, on enfile nos scaphandres, on les teste, on parle à la famille à travers la vitre, et ensuite on a la scène du départ où on salue les responsables russes, on monte dans le bus, et là c'est vraiment la dernière fois qu'on voit la famille sur Terre. Le bus s'éloigne, nous emmène à la fusée, on monte dans un ascenseur qui m'a paru interminable, parce qu'à chaque étage je me disais bon ça y est on est arrivé, finalement on n'était pas arrivé, donc c'est quand même assez haut une fusée Soyouz. Et puis on est aidé pour descendre dans la capsule par des techniciens russes. On s'installe, on check tous les systèmes, on fait toutes nos checklists, nos procédures avant décollage. Et puis à la fin, comme on finit souvent en avance, on écoute un peu de la musique. Donc on avait fait une playlist spéciale que d'ailleurs j'ai partagée sur les médias sociaux, sur mes comptes Twitter ou Facebook pour les gens que ça intéresse. Et puis voilà, ensuite on attend tout bêtement le décompte final qu'on a entendu 10 fois au simulateur, mais là c'est pas tout à fait pareil. On s'est serré la main avec Oleg et Peggy, puis ensuite c'était parti, quoi. Donc on sent l'accélération qui augmente jusqu'à la séparation du premier étage, où là on est vraiment écrasé dans le Soyouz. Et puis quand le premier étage se sépare, il y a une espèce de sensation de ralentissement. On a l'impression qu'on tombe, en fait, c'est assez impressionnant. Et puis ça recommence à accélérer avec le deuxième étage, troisième étage, 8 minutes 48 comme ça d'accélération. Et puis au bout d'un moment tout s'arrête, et encore une fois c'est comme un coup de pied aux fesses. On est injecté en orbite comme ça, et là tout commence à flotter dans la cabine, et là ça y est, on s'est serré la main, on est arrivé dans l'espace, et tout de suite après on a commencé à bosser parce qu'il y a des manœuvres à réaliser avec le Soyouz pour nous amener sur la bonne orbite, et voilà, donc à peu près 6-7 heures après le décollage on a pu dormir, et là on s'est tous écroulés parce c'était quand même une assez longue journée. Deuxième jour, un peu plus de manœuvres. Troisième jour, rendez-vous avec la station spatiale. Et puis, moment un peu d'émotion quand on la voit se dessiner dans le ciel, parce que c'est quand même impressionnant. C'est de la science-fiction de rejoindre cette espèce de base spatiale qui flotte dans le ciel. Quand on la voit pour la première fois, c'est une vraie gifle à travers la figure, parce qu'on se dit, ah ouais, c'est pas que des photos ou à la télévision. Et puis après le Sassou, on retrouve nos collègues, nos amis. Et voilà, c'est le début de l'aventure.
Justement, quand le SAS s'est ouvert, on t'a vu regarder partout, alors que la station, a priori, tu la connaissais par cœur. Est-ce que c'est aussi mal rangé qu'on le dit ? Alors, non, c'est pas... En fait, bizarrement, c'est extrêmement bien rangé. On n'a pas l'impression comme ça, parce que c'est vrai que ça fait fouillis de câbles ou d'équipements au mur et qu'il y a des ordinateurs partout. Mais la performance, c'est qu'il y a des gens au centre de contrôle qui suivent ça. Il y a une immense base de données. Et chaque fois que je cherche un petit objet en particulier, par exemple le drapeau ESA qui est derrière moi, je me suis dit, tiens, je vais mettre un drapeau ESA. J'étais là, mince, où est-ce que je vais trouver ça ? Il y a des millions d'objets, des millions d'endroits où chercher, derrière les panneaux au plafond, sous le plancher. C'est impossible de juste chercher comme ça de mémoire. Donc j'ai appelé le centre de contrôle qui m'a dit, voilà, tu le trouveras exactement dans cet endroit-là, qui est derrière moi, qui est codé. Et je suis allé ouvrir ce tiroir et j'ai trouvé ce drapeau. Donc c'est quand même assez phénoménal de voir qu'on arrive à suivre ça de manière très précise. Et d'ailleurs, pour chaque activité, ça commence toujours par aller chercher l'équipement et on va être envoyé un peu partout dans la station par la procédure qui nous dit récupère tel équipement à tel endroit, tel équipement à tel endroit. On assemble tout ça, on fait notre activité. Ensuite, c'est important de bien les remettre à la bonne place. Le maillon faible, un peu dans tout ça, c'est l'équipage. Si jamais on remet pas les choses exactement à leur place, on les retrouve pas ensuite. J'ai utilisé un tout petit outil dans la boîte outil de Columbus hier qu'on a utilisé pour réparer justement les toilettes. Désolé d'insister, mais je l'ai remis de manière très attentionnée, parce que sinon c'est perdu et après on n'a pas des doubles pour tout malheureusement. Donc c'est un challenge. Mais c'est un challenge qui, je pense, est réussi tous les jours par les équipages et surtout par le centre de contrôle. Bonjour Thomas. How, if at all, could I ask you, has your sporting background, your rugby and your judo, your enthusiasm for those two sports, how has that in any way helped you as an astronaut, both in physical terms and in terms of values? Well, it's a great question. I think there's really two factors. So I like team sports because they taught me how to be a team player, and that's something we have to use every day in our job as an astronaut. It's not the only job, obviously. Lots of jobs require good communication, leadership, followership, and things like that. So you learn this not at school most of the time, but in all the activities that you're going to do after 5 p.m. So that's one thing for me. And then it gave me the taste for trying, the taste for challenging myself, a taste for, I don't want to say competition because it has a negative connotation, but a taste for overcoming my limitations, let's say. So judo in particular was huge for me because it teaches you respect as a kid. It teaches you patience. It teaches you that effort is valued, and it's not about talents. It's about how many times you're going to repeat this or that move, and you're going to finally master it. It's how much you train. So hard work, patience, respect. All those values I got from judo and rugby. So it's been huge for me. I'll try to talk about it a little bit more along the mission. I think we have a few events on the plan in coordination with that. So yeah, it's been huge for me. I hope to talk about it more. I hope to inspire maybe kids to do their best, not only at school, but also in their after-school activities. Et en français, Thomas, la question c'était sur le sport. On sait que tu es un fan de judo, de rugby, tu as pratiqué beaucoup de sports. Quelles sont les valeurs et les qualités que tu as retenues de ces sports et qui t'aident dans ton métier d'astronaute? Effectivement, les sports, ça a été vraiment beaucoup pour moi. C'est une grande part de ma jeunesse. Une grande part de ma jeunesse et de mon quotidien encore aujourd'hui. Évidemment, il faut être en bonne forme physique pour être un astronaute, mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est qu'un sport collectif comme le rugby, ça apprend à jouer ensemble, à être un joueur d'équipe, ça apprend à communiquer,
ça apprend à gérer sa frustration, ça apprend à être un leader, ça apprend à être parfois un follower, comme disent nos amis américains. Donc parfois on n'est pas le leader, faut quand même faire de son mieux, et puis c'est comme ça fait partie du boulot. Voilà, donc c'est des choses comme ça que j'ai appris, par exemple au rugby, et puis le goût de l'effort, le goût du dépassement, de se challenger. Tout ça c'est important dans ma vie professionnelle, évidemment, parce que sinon j'en serais pas arrivé là. Faut beaucoup de chance, mais il faut aussi un peu de détermination. Et le judo en particulier, ça m'a appris des choses comme le respect, comme la patience, comme le goût du travail, comme une certaine éthique, en fait, que il y a certains mouvements qu'on va répéter 1 million de fois avant de les maîtriser. Il faut pas espérer y arriver du premier coup, il faut pas se frustrer, il faut accepter la défaite, il faut travailler dur. Donc toutes ces choses-là, ça s'apprend à l'école, oui, mais ça s'apprend aussi beaucoup, je pense, dans les sports et dans les activités tout bonnement associatives, en fait, les activités d'après l'école. Ça c'est important, on essaiera d'en parler. On parlera beaucoup pendant la mission d'école, parce que c'est important. Il faut que les jeunes et les enfants fassent de leur mieux à l'école, c'est sûr, mais il faut aussi, je pense, moi, s'intéresser à tout, être ouvert, parce que c'est ça le monde moderne. Thomas, have you brought any sporting items with you into space? Yes, there's a few. So first of all, we do 2 hours and a half of exercise. So we do running on a treadmill. The treadmill is actually horizontal, so we run on a wall like this. Not here in Columbus, but in another module. We have a fantastic weight machine. So obviously it's not weight, it's air pressure. But every day we lift on board the ISS. So it's not the most fun sports, but we have to do it to stay in good shape. Otherwise, you lose muscle mass, you lose bone mass, and you're simply too weak when you come back to space. So thanks to all these new machines that we have on the ISS, we come back in a good shape. But also I brought a couple more fun items. There's a rugby ball. There's some other things that I cannot disclose right now because I'm hoping there'll be some other opportunities to talk about them. But even here on the ISS, I just happened to open a bag before this activity, and I found a variety of balls. There was a basketball, small basketball, US football, small soccer, European football ball. So I think on the weekends, on the Sundays, when we'll be relaxing a little bit, there's a good fun in perspective. Okay, the last question. Bonsoir Thomas, Olivier Sanguy, Cité de l'Espace. Une question qui vient de Michel Chevalet de iTélé. Est-ce que passer 48 heures dans le Soyouz n'a pas aidé à s'acclimater à l'impesanteur, étant donné qu'il est plus petit que l'ISS ? Ouais, bonjour Olivier, c'est une bonne question. Écoute, je sais pas te répondre parce que j'ai pas pu faire la comparaison. Peut-être, mais tu sais, même dans le Soyouz, on est quand même un peu au plafond, on est quand même un peu sur le côté, parce que justement c'est tellement petit qu'il faut vraiment utiliser toute la place disponible. Donc on a passé beaucoup de temps à faire un peu du Tetris comme ça, pour faire rentrer du Tetris en 3 dimensions, pour faire rentrer 3 membres d'équipage dans un volume assez petit. Et puis il fallait dormir, il fallait manger, il fallait vivre pendant 2 jours. Donc c'était un peu l'expédition dans l'équivalent d'une petite voiture, d'un très très long road trip. Peut-être que ça a aidé, je ne sais pas répondre à cette question. Tout ce que je peux te dire, c'est que moi j'ai la chance, et avec mes collègues on a eu la chance que ça se passe très très bien. Il y a 30% des gens qui sont un peu malades en montant, c'est normal, ça veut rien dire, et puis ça disparaît au bout de quelques jours, mais nous ça nous est pas arrivé, et heureusement, parce qu'être malade dans le petit volume du Soyouz, ça aurait pas été très agréable. Donc tu répondras à Michel que malheureusement je sais pas répondre à sa question, mais en tout cas je suis content qu'on n'ait pas été malade. Voilà. Merci beaucoup Thomas. Ici, depuis le Centre européen des astronautes, on te souhaite une très bonne journée en orbite, and see you soon. Merci à tout le monde. Merci à tout le monde à Cologne, au Centre européen des astronautes. Et à bientôt. Station, this is Houston ACR. Thank you. That concludes our event. Et voilà, ça c'est rapidement le centre de contrôle de Houston qui vient d'envoyer notre astronaute Thomas Pesquet à sa journée normale. Il peut continuer à travailler maintenant. Merci à tous d'avoir suivi notre stream sur le web. Merci à tous d'avoir été ici pendant l'événement. On se retrouve à bientôt pour un autre événement ici à Cologne. Au revoir.